Bienvenue, vous êtes dans Caféine. Caféine est une émission au cœur des institutions. Je vous donne des informations. L'actualité des hommes, des femmes, des dirigeants de ce monde, c'est aussi une actualité précise. De Bruxelles, Caféine vous fait découvrir le monde. Nous allons un peu partout où vous êtes. Dans le souci de pouvoir vous donner une information nette et précise, Caféine, c'est l'Afrique autrement. C'est une autre image de ce que font nos diasporas. Je suis à bâton rompu avec mes invités. Je reçois des personnalités, des acteurs, des sportifs, des entrepreneurs, mais aussi des acteurs de la société. Vous voulez en savoir un peu plus sur la marche du monde, sur comment fonctionne la cité. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans Caféine, le café de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Caféine, le café de l'actualité. Nous nous retrouvons au Sénat belge pour rencontrer une personnalité qui fait la une. Il est parti d'un parti vers un autre et il a été le premier d'entre tous depuis voici quelques années de cela. Monsieur Bertin Mampaka, bonjour. Bonjour Marvin. Et merci de nous avoir permis de vous rencontrer dans cette émission Caféine. Est-ce que vous avez trahi vos électeurs ou vous avez trahi le parti qui vous a fait confiance, à n'en croire ce que dit un de vos ex-leaders de parti, de votre ancien parti? Mes électeurs, je suis très proche d'eux. Chaque voix, je les connais pratiquement tous. Et depuis le temps que je bats le pavé, comme je dis en Belgique, j'ai une relation de confiance directe avec les électeurs. J'ai dit à ceux qui font la politique, quand vous présentez en politique, pour que quelqu'un vote pour vous, il faut que vous le regardiez dans les yeux, qu'il vous entende dans les oreilles, que vous puissiez les toucher. Donc, les presque 8000 qui un jour ont voté pour moi, je les vois assez souvent, régulièrement, mais je ne les connais pas tous non plus. Régulièrement, ils m'ont dit que je n'étais plus à ma place. Régulièrement, ils ont souffert, voyant tout le travail que je produisais dans cet ancien parti et constatant que les postes, je ne suis pas parti pour des postes, mais qu'on nommait des gens, n'est-ce pas, président d'assemblée, chef de groupe, vice-président, je ne sais pas quoi d'autre, même ministre, des gens qui n'étaient pas du tout élus. Et mes électeurs, toutes communautés confondues, des Noirs, des Blancs, des Beurs, m'ont dit « Vous n'êtes pas reconnus à votre juste valeur ». Je les ai écoutés. Voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller peser dans un mouvement beaucoup plus grand où leur voix pourrait être mieux entendue que dans un mouvement qui se cherche pour la 5e fois. Je dis bien pour la 5e fois depuis le temps que je fais la politique. Ça fait un peu beaucoup. Vous avez été député au Parlement de Bruxelles. Vous avez été 2 fois sénateur. Cela n'était pas assez suffisant pour vous ou est-ce que ce n'était pas vraiment la place qu'il vous fallait dans ce parti, finalement? Et moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les grandes réalisations que vous avez, vous, effectuées, menées, parce qu'il faut le dire, vous avez été porté par vos communautés. Vous avez obtenu autant de voix qu'il faut. Le plus de voix même, il faut le dire. Tout à fait. Et quelles sont les réalisations que vous avez effectuées jusqu'ici? Monsieur Marvin, moi je voudrais qu'on consacre une émission pour le bilan. On ne peut pas être élu le 8 octobre, je fête avec Maman Mijane. Maman Mijane, n'oubliez pas, qui est aussi passée au MR, qui était ancienne et première députée fédérale d'origine noire à siéger dans ce Parlement, dans la discrétion totale de l'ancien mouvement dans lequel on était, où on ne voulait pas qu'on sache que Mijane était députée fédérale. Elle vous le dira mieux elle-même. Donc nous allons fêter avec elle les 20 ans de notre vie politique en tant qu'élu, etc., etc. Alors, pour pouvoir faire un bilan de tout ça, je trouve toujours que c'est assez délicat et assez arrogant. Mais je vais, vaille que vaille, citer quelque chose. Grande ligne. Allez, les grandes campagnes de régularisation de 99. Les Africains avaient peur d'aller se présenter à l'époque, craignant qu'on puisse les embarquer. Je ne dis pas si vous étiez déjà en Belgique ou pas. Les dernières campagnes de régularisation que nous avons poussé le parti dans lequel j'étais à opter pour la défense des régularisations massives, ce qui avait posé problème. Je les mets à mon actif. Les campagnes de sensibilisation pour créer une jurisprudence au sein de la commission
dénaturalisation de la Chambre, dont j'ai connu tous les présidents, notamment les femmes de diplomates ne pouvaient pas être naturalisées, les étudiants qui venaient ne pouvaient pas être naturalisés, l'évolution de la loi sur la naturalisation, qui était devenue très favorable, qui a permis à beaucoup d'Africains d'être naturalisés aujourd'hui, la reconnaissance de diplômes congolais où les Congolais venaient étudier ici, on acceptait un diplôme de l'Angola qui n'a pas la même langue. En Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était compliqué. La reconnaissance des diplômes, tout simplement. Je ne vous cite que ça. Je ne parle pas des chèques sport que j'ai créé comme échevin. Et puis, Marvin, je vous ai donné envie et goût de faire la politique. Savez-vous combien de gens aujourd'hui font la politique? Savez-vous, quand je me suis présenté la première fois, en 1999, les aînés que j'ai rencontrés dans ce pays qui m'ont accueilli me disaient « Tu as osé ». Oser quoi? Oser poser la candidature. Mon job, ma mission, que je considère comme remplie en tant que citoyen belge, d'abord, c'est d'avoir créé un sentiment de participation de citoyenneté. Quand aujourd'hui, parfois, je vois certains de mes concitoyens d'origine africaine dire « Mais tu n'es peut-être pas le bon représentant de la minorité subsaharienne. » Mais je suis le premier. Citez-moi un nom. Qui était candidat avant moi? Cherchez bien, si vous trouvez, allez dire à vos électeurs après 3 jours. Il n'y avait pas eu de candidat avant moi. Je suis la première candidature en 1999. Effectivement. Plus l'un ou l'autre que je ne peux pas citer, qui n'ont pas eu la chance de faire mon parcours, n'est-ce pas? Et dans cette aventure, je connais des gens qui m'ont dit « Mais vous êtes des idiots, Mampaka. On vous utilise comme des attrape-voix. » J'ai dit « Quoi? Attrape-voix » Moi, je dis « Moi, je joue le jeu. » Et quand je suis rentré, j'ai dit aux différents responsables de mon parti, vous me prenez pour un attrape-voix. Mais si j'attrape votre fauteuil, il sera le mien. J'en ai attrapé 9 fois. Vos voix n'ont pas été gaspillées. Par contre, vous avez voté pour beaucoup d'autres candidats qui n'ont jamais été élus. Vos voix ont été diluées comme du sel dans l'eau. Soyez attentifs. Tout le monde n'est pas fait pour faire la politique. C'est un sacerdoce. C'est une mission. Il y a un côté sacrificiel, comme dirait un de vos collègues. Il faut accepter d'être calomnié. Il y a beaucoup de fantasmes autour de nous. Le nombre de femmes que vous avez, les gris que vous disposez, même des journaux comme la DH vont écrire des trucs. Donc c'est pour vous dire que le projet dans lequel je suis en train de m'inscrire est un projet neuf. Est-ce que c'est pas trop tard? Vous ne l'avez pas fait si tard que ça? Vous aviez peut-être la possibilité de le faire bien avant. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui, finalement? J'ai attendu aujourd'hui parce qu'il y a une génération de politiciens dans le parti auquel j'appartiens aujourd'hui. Citons-le, Georges-Louis Boucher, qui a une approche dynamique de la politique, créative. Regardez ce qu'il a fait ces derniers jours. Je ne vais pas dire des choses relatives aux négociations parce que chaque phrase de trop ou de moins peut être mal interprétée. Oui, et je ne voudrais pas être le type qui aurait dit des choses. J'ai vu un type qui a compris que la Belgique doit s'inscrire dans une génération nouvelle, combiner les enjeux climatiques avec les défis économiques, récompenser le travail et utiliser cette philosophie que j'aime beaucoup. J'ai écrit un petit opus sur Barack Obama, que j'ai intitulé « La victoire de la méritocratie ». C'est un parti dans lequel, quand vous avez fait des voix, vous êtes reconnu pour votre travail, qui a fait plusieurs tentatives pour s'ouvrir à la diversité. Malheureusement, le casting était souvent mal fait, jadis. Et j'ai pris mon courage à 2 mains pour dire, parce que le parti dans lequel je suis réfléchi, pour la 5e fois, je vous répète, parce que j'entends dans les bureaux politiques tous les jours ces gens-là dire « mais on n'a plus notre âme, on ne sait plus ce qu'on défend ». Des parlementaires qui sont là depuis 30 ans, qui vous disent ça. Pourtant, la doctrine était simple au départ. L'humanisme démocratique était assez clair pour moi. Quand vous avez des gens qui ne croient pas dans ce qu'ils ont, n'est-ce pas, qui ne savent pas vendre ce qu'ils doivent vendre, et qui sont toujours récompensés, je me suis dit, je n'ai pas le droit de continuer à mentir mes électeurs. On peut mentir tout le monde un certain temps, mais on ne peut pas mentir tout le monde tout le temps. Je ne peux plus continuer à mentir mes électeurs, leur faire croire que je pourrais continuer à peser dans un parti qui est en voie de
de liquidation pratiquement. Des immeubles ont été vendus, des décisions importantes que les citoyens ne savent pas, n'est-ce pas? Je ne peux pas continuer à mentir mes électeurs que je pourrais faire entendre leurs revendications et préoccupations dans un parti qui se cherche, qui est rejeté dans l'opposition à tous les niveaux de pouvoir, n'est-ce pas? Et je vais dans un parti qui est aussi dans l'opposition à la ville de Bruxelles, dans la région bruxelloise. Il n'y a pas d'opportunisme de ma part. Donc, certains me posent la question, mais qu'est-ce qu'on t'a donné? Mais on me donne l'espace pour défendre vos idées, déjà. C'est ce que nous allons voir, mais qui est le nouveau Bertin Mampaka sous les nouvelles couleurs du MR? Qu'est-ce qu'il vend comme projet aux citoyens belges, aux communautés afro, à toutes les communautés? Quel est le nouveau Bertin Mampaka? Quelles sont ses grandes lignes? Marvin, on vous a raconté des choses du style il y a des partis plus racistes que d'autres. Même moi, parfois, j'y ai cru, jadis, qu'il y avait des partis qui avaient le monopole, comme dirait... c'est Chirac qui a dit ça à Mitterrand. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Qu'en Belgique, il y a des partis qui ont le monopole du cœur, qui devraient avoir le monopole des voix des minorités, surtout ceux des Congolais. Certains se cramponnent désespérément à ces voix qui sont pourtant minoritaires, n'est-ce pas? J'ai compris, ce n'est pas en passant par la façade du MR que s'il y avait tant de racistes que ça, pourquoi est-ce que Martin Luther King occupe la façade, je ne sais pas, 180 mètres carrés de hauteur, dans un parti que certains considéraient comme mal à l'aise, pour citer un collègue, avec les sujets de la diversité. Non. Je me suis rendu compte que beaucoup d'amis autour de moi, ceux avec qui je discutais, sans complexe les questions relatives à la diversité, discrimination, les questions de mémoire coloniale, la problématique des métis qui sont reconnus aujourd'hui, les excuses qui ont été présentées par Charles Michel, Louis Michel lui-même qui a présenté des excuses pour ce qui concerne l'histoire de Lumumba. C'est souvent les gens de droite, comme on dit, entre guillemets, du centre droit, n'est-ce pas? Le parti dans lequel je suis rentré est un parti qui a un projet qui est beaucoup plus sexy pour parler vulgairement, n'est-ce pas? Je vais vous donner un petit exemple, rien qu'en termes de gouvernance. La gouvernance, c'est que vous votez Marvin, mais vous ne trouvez pas Mademoiselle Niemboy à la place. Le mouvement réformateur, le MR, voudrait supprimer tout simplement ce qu'on appelle l'effet dévolutif de la case du tête. C'est-à-dire quoi? Prenez dans mon parti, prenez les dernières listes, regardez les personnes qui ont été élues, parmi lesquelles vous allez trouver quelqu'un qui a moins de voix que mon mamie Jeanne qui siège. Parce que les voix que certains d'entre vous, y compris les gens de la diversité, avaient été mettre dans la case des têtes, ont été données au type qui était bien placé sur la liste. Le mouvement réformateur est clair là-dessus, en termes de gouvernance. Vous êtes élu, le peuple doit voir, ce n'est pas seulement la seule raison, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en termes de travail, il faut encourager l'initiative. Dans ma communauté subsaharienne, est-ce qu'il est normal qu'on aille acheter les chikwang chez nos frères indo-pakistanais? Vous allez à Matongé, Marvin. Nous sommes ici depuis un peu plus longtemps quand même que les indo-pakistanais. Moi, je les ai vus arriver en file indienne dans le parti où j'étais avant pour se faire aider pour la régularisation. Je ne dis pas que nous n'avons pas la capacité d'entreprendre, mais nous rencontrons probablement certaines difficultés. Qu'aujourd'hui, dans le programme du MR, s'il est appliqué, en majorité, n'est-ce pas, pourrait permettre à la jeune génération de Black, je dis Black que vous êtes, qui n'a plus envie de bénéficier du minimex, du chômage, n'est-ce pas, de tendre la main, qui a envie d'être CEO de sa propre entreprise d'importation de je ne sais pas quel produit de beauté aux États-Unis pour pouvoir le diffuser auprès de toutes les communautés ici, etc., etc. C'est cette notion d'entrepreneuriat. Nous sommes quelques centaines de milliers. Devons-nous tous être minimexés ou salariés? Non, ce n'est pas possible. La moitié des entreprises créées à Bruxelles sont créées par les gens issus de la diversité. Pourquoi pas les subsahariens? Il y a des indépendants, des infirmiers, des gens qui ont des sociétés de transport. Il y a des entreprises qui sont aidées par l'État pour pouvoir donner de l'emploi et créer des emplois. Pas dans leur communauté, pas une discrimination en matière d'emploi, mais créer de la richesse pour que nous cessions de nous partager la misère. L'esprit même du libéralisme tel que
moi, aujourd'hui, n'est-ce pas, exprimé et porté par Georges-Louis Boucher, Sophie Ilmez, je vais tous les citer, Alexia Bertrand, David Lester, David Westman, Vincent De Wolf, tous ceux qui m'ont ouvert le bras, François Skepmans et même Christine Defrayne, qui était la présidente ici avec moi au Sénat, grâce à qui nous avons pu faire avancer la cause des métis, avec les excuses de Charles Michel, etc., etc., etc. Je passe au passage le rôle prépondérant qu'a joué Didier Reynders dans la transition démocratique au Congo, contrairement à ce que vous répétez tous les jours, n'est-ce pas? La dernière fois qu'il est allé, on lui a tourné le dos. Pourquoi? Parce que je ne me vante pas de ce qu'il a fait. C'est quand même sous Reynders, ministre des Affaires étrangères, que certains au Congo ont vu leur compte bloqué en Europe. Donc, il y a toute une série de choses pour faire mentir. Donc, comment dit-on, la campagne populaire de diabolisation ou d'ostracisation de certains partis. Il n'y a pas un parti qui a le monopole des devoirs des minorités subsahariennes. J'ai choisi d'aller au MR parce qu'il me semble que cette tâche-là était aussi quelque part ma vocation et mon devoir que celui de permettre aux minorités d'aller dans un parti qui compte. Et au niveau européen, à ce niveau. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas nommé ministre, je ne viens pas pour avoir un poste de ministre. J'ai rassuré tous mes collègues libéraux qui me connaissent bien, qui ont d'ailleurs encouragé mon arrivée, pour ne pas dire qui depuis des années me soufflent pour dire qu'est-ce que tu fais encore dans ce parti-là, n'est-ce pas? Outre mes électeurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le parti réformateur, le mouvement réformateur a donné à chacun sa chance de pouvoir s'exprimer, de rémunérer le travail. Vous savez, Marvin, quand tu as été travaillé et que quelqu'un vient voler les fruits de ton travail, c'est frustrant. Ce n'est pas seulement frustrant. Il y a des gens qui en arrivent jusqu'à commettre l'irréparable. On ne vole pas que l'argent de quelqu'un, on ne vole pas que le meuble, on ne vole pas qu'un appareil. Un parti où le vol de travail des autres est institutionnalisé comme système. C'est Mampaka qui a des voix et on dit « Ah non, on ne voulait plus s'en servir ». On allait donner les voix à Vandenborg ou Vandenput. Eh bien, et vous appelez ça la démocratie. Et vous avez 30 ans. Et c'est ça la gouvernance. Vous vous étonnez que les extrêmes en Flandre et en Wallonie augmentent pour nous conduire à la faillite dans ce pays. Parce que demain, quand il y aura des extrêmes au nord et au sud, que deviendra ce pays? Qui va payer le premier? C'est d'abord nous. N'est-ce pas? Est-ce que, outre les voix, par exemple, les voix des électeurs, est-ce que vous allez quand même insuffler un nouveau vent, emmener avec vous des jeunes qui veulent se lancer en politique? Parce qu'on l'a vu lors des dernières élections, il y a eu pas mal de jeunes afrodescendants également qui émergent et qui veulent vraiment porter également un nouveau son, de nouveaux projets, une nouvelle image. Est-ce que derrière vous, aujourd'hui, au sein du parti du MR, vous allez apporter un nouveau vent? Vous allez également... D'abord, j'ai eu beaucoup de téléphones. Lazare Mboulou qui m'a téléphoné pour ne citer que celui-là. Mademoiselle Lomponda, qui est au cabinet du ministre, qui m'ont félicité pour ce que je trouvais au MR, n'est-ce pas? Je ne vous parle pas des personnalités. Madame Mafalessi Rose, ma voisine, une pasteur Mafalessi. J'en ai oublié d'autres qui m'ont souhaité la bienvenue au MR. Vous savez ce qu'ils disent? Merci de venir nous renforcer. Donc, je vais au MR pour renforcer aussi la diversité d'une manière globale. Je ne vous parle pas des Maghrébins qui m'ont téléphoné, qui sont dedans, des métis, de toute origine, congolaise, rwandaise, burundaise et consorts. À titre individuel, on ne peut pas me reprocher d'être là à vouloir m'incruster. D'abord parce que j'ai un job que je répète. Je suis professeur d'économie nommé dans une autre école. C'est un peu arrogant. Ça fait un peu Moulouba Vantard. Tu t'entistes, comme on dit chez nous au Kassai. Oui, je suis professeur nommé dans une autre école. Je ne donne pas cours en école maternelle. Félicitations à ceux qui ont le courage de le faire, n'est-ce pas? J'ai un job qui m'attend. Donc, je ne vais pas au MR pour avoir un boulot parce que j'en ai déjà un. Vous allez pour servir. Voilà. Avec les mêmes convictions avec lesquelles vous avez servi. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, avec la même détermination. Et la loyauté. Avec la même loyauté et les mêmes convictions. On est au service des gens. On est au service des gens. On est au service des gens. On a ça ou on n'a pas. Quand on n'a pas ça, n'est-ce pas?
savez, ce n'est pas si bien payé que ça, les jobs de parlementaires. Est-ce que vous le saviez? Ce n'est pas si bien payé que ça, entre nous. Un homme politique, un maire important à l'époque, avait fait une allusion au salaire des parlementaires et celui des profs, et beaucoup de gens lui sont tombés dessus. Mais pour le nombre d'heures qu'on preste, une journée moyenne d'un politicien qui écoute les sollicitations, n'est-ce pas? Moi, en tant que professeur de haute école, j'ai 14 heures de cours, dont 2 heures de supervision de mémoire. Donc, c'est-à-dire 12 heures de prestations que je dois donner devant les étudiants. En tant que politicien, n'est-ce pas, vous n'avez pas des journées de 14 heures. Vous avez parfois des journées de 18 heures. Bien plus que cela. Donc, quand vous faites rapport qualité-prix, c'est pour ça qu'on dit par rapport au prix. Dans l'imaginaire populaire, il y a beaucoup de gens qui disent « politicien, c'est un métier bien payé ». Sincèrement, j'ai le même salaire en net à la fin de mon mois que si j'étais resté, n'est-ce pas, à la haute école à donner cours. Sauf que là-bas, je n'aurais pas dû dépenser des sommes folles pour renouveler mon mandat à chaque élection. Sauf que là-bas, si j'étais resté professeur, j'aurais eu peut-être à faire du piano, à faire de la peinture ou à faire autre chose pour mes heures de divertissement. J'aurais eu une qualité de vie exceptionnelle. Les politiciens n'ont pas de bonnes vies. Mais vous faites la politique par amour. Pour servir le peuple. Passion, par passion. Par passion, par devoir, par sens de loyauté. Je suis profondément croyant, pardonnez-moi de vous l'avouer. Je crois que le Créateur nous a chacun donné une mission sur Terre. Je suis arrivé en Belgique au moment où j'ai vu beaucoup de gens quitter la Belgique en disant que c'était un pays raciste. Ce n'est pas moi qui exagère, l'OCDE l'a répété, un des deuxièmes pays dans l'Europe, parce qu'ils ne voyaient pas de perspectives. Monsieur Alors, je vais juste terminer en disant, je me suis dit, je vais m'engager, si j'ai la grâce de réussir, ça va donner des idées à d'autres. Alors, quand je passe à Matongué pendant la campagne, que je vois le nombre de subsahariens, et même des Maghrébins, je ne suis que le deuxième échevin d'origine étrangère à la ville de Bruxelles, après ma collègue Arish. Depuis que je suis devenu échevin, mes frères maghrébins ont eu la porte ouverte à la ville de Bruxelles, et dans d'autres communes, n'est-ce pas? Avant moi, il y avait Emir Kir, Fadila Lanal, nous étions les trois stars de la diversité. Fadila chez les Marocains, Kir chez les Turcs, moi chez les Subsahariens. Nous faisions tous d'ailleurs des scores impressionnants, etc., etc. On fait la politique, et je le fais au MR aujourd'hui, parce que je suis convaincu que le mouvement réformateur est un mouvement qui permettra à beaucoup de gens de la diversité de pouvoir s'autonomiser, d'arrêter de se victimiser dans la majorité des cas, de croire que, voilà, il y a des gens qui ont des droits. Même moi, il y a des jours où j'ai laissé passer mes droits, je n'ai pas défendu mes droits parce que je me dis, ok, je suis black, je suis dans un parti qui considère que le type qui a fait 4000 voix moins que moi doit être président de l'Assemblée, et moi, rien. Même moi, il y a des moments. Je suis au mouvement réformateur parce que le mouvement réformateur, c'est en fonction de voix. Si vous voulez que je devienne quelqu'un d'important dans ce mouvement et que je sois mieux entendu, si mes électeurs me suivent, je leur demande de me suivre car je ne m'amuse pas avec leur voix. Et on n'a pas le temps d'égrener mon bilan comme échevin. On n'a pas le temps d'égrener mon bilan. On ne peut pas avoir fait le parcours que je fais sans avoir comme quelque chose à son actif. Et dans mon cas, allez, je vais vous parler congolais. Tozali Boni. Vos auditeurs sont congolais ou blancs? Congolais et un peu tous, beaucoup plus des Congolais également. Mais citez-moi un Congolais qui a facilité l'engagement d'autant de blacks dans ce pays, dans les fonctions publiques que moi. Citez-moi. Je vous laisse aller chercher. Citez. Parmi ceux qui vous suivent. Attends. Le plafond de verre. Marvin, le fameux plafond de verre. Oui. Il fallait le casser. Est-ce qu'il a été cassé jusqu'ici, finalement? Écoute, c'est un peu comme la givre. Hein. Quand vous le cassez et qu'il fait froid, ça se refait, le plafond de verre. Donc il faut le casser tout le temps. Écoutez bien, vous posez une question, vous n'écoutez pas les questions, les réponses. Le plafond de verre, est-ce qu'il a été cassé? Eh bien, je l'ai trouvé à certains endroits. Il y a des gens qui sont sortis. Savez-vous que vous avez une gouverneure en Jean-Baptiste Capitale? Oui, évidemment. Que je connais personnellement bien. Et j'arrête là, n'est-ce pas? Savez-vous que vous avez aujourd'hui... J'ai vu hier à la télévision une juge à Mons. Ah, j'ai essayé de... Ma femme m'a dit, mais pourquoi tu repasses à RTL 14 fois? C'est une, je ne sais pas comment, une juge, black, à Mons. J'étais le premier. Parce que je disais à mes amis, quand je commençais la politique,
Je ne peux pas être député, ministre, gouverneur, chef de police, machin, etc., que vous allez aspirer à des fonctions régaliennes dans ce pays pour exercer votre citoyenneté pleinement, car mon combat, c'est aussi pour que nous ayons des procureurs, des magistrats, des juges, des gouverneurs, des bourgmestres comme il y en a, des échevins comme j'en fus, n'est-ce pas? Pas seulement des députés, n'est-ce pas? Car le pouvoir, il est aussi exécutif et judiciaire. Hier, ma femme, qui est européenne, m'a dit, j'ai recommencé, vous voyez la télévision maintenant, on peut rebobiner 4 fois la même info là, pour bien regarder cette dame dans le procès de Mons, on montrait le palais de justice qui coulait, etc. Et la juge, c'était une black. Shocking. Et satisfaction, je dis, j'ai réussi. Elle a fait ses études sans moi. Elle est certainement hyper brillante, n'est-ce pas? Qu'elle devienne juge, Dieu sait. Mais enfin, on ne l'a pas mis juge parce qu'elle connaît quelqu'un. Parce qu'elle a certainement un cerveau. Généralement, le meilleur balayeur black dans ce pays, c'est un des meilleurs dans son job. Le MR favorise pas l'excellence, la méritocratie. Tu es bon, eh bien on te donne ce qui est à toi. Pardonnez-moi d'avoir insisté, parce que ce sont des choses importantes, parce Absolument. que souvent, vos auditeurs, parfois, pensent que la politique est une histoire personnelle. Mes enfants en ont souffert, ma femme en souffre, ma famille en souffre, mes neveux et nièces, y compris au Texas. Aux États-Unis, où mon frère est, il y a une fille qui s'appelle Mampaka. Est-ce que votre oncle ne fait pas la politique en Belgique? Le prof de français, c'est une Belge. Et c'est un nom qui n'est pas toujours facile à porter. Quand on vous a fait une campagne de diabolisation. Mervyn, je ne sais pas dans quel sens l'émission est en train d'aller, mais je vais vous faire une confidence, un aveu. Il s'appelle Daniel Blo, sa fille est OMR déjà. Mélissa, d'ailleurs. C'était mon professeur. Qu'on disait le plus méchant, pour ne pas dire raciste. Il donne un cours de psychologie industrielle. Une terreur. J'ai rentré chez lui, j'ai sauté avec des 14, des 16, ce qui est énorme chez lui. Je me suis fait une réputation chez tous les profs. Et comme j'ai un signe particulier avec mes yeux verts, lequel? Le black aux yeux verts, le black aux yeux verts. Tous les professeurs étaient curieux de savoir ce que je faisais. Un jour, ce type, je lui dis, je vais me présenter en politique. Et puis je suis élu. C'est moi qui ai fait son oraison funèbre, paix à son âme. Il me dit, Mampaka, tu crois que vous allez nous diriger dans notre pays? Je lui dis, Daniel, mais comment allez-vous faire pour empêcher un fou comme moi de ne pas accéder aux fonctions auxquelles je pourrais prétendre éventuellement? Comment allez-vous faire? Daniel Blo, directeur de la Haute École de la Communauté Française du Hainaut à Mons, mon professeur, qui m'a donné mon premier job de professeur dans cette école, parce qu'il s'est souvenu que j'étais, selon lui, un des plus brillants de ses étudiants. Mampaka, nous vous rendrons impopulaires dans vos communautés. Quand vous voyez des journaux qui vont titrer en disant que je vais faire venir un marabout dans mon bureau pour désenvoûter les bureaux de l'hôtel de ville, c'est pour que vous qui êtes à 95% pentecôtistes, judéo-chrétiens, vous puissiez imaginer que j'ai probablement des quoi, comme on dit, des mystiques, pour pouvoir survivre dans la politique belge qui est aussi dure et coriace que la politique congolaise. Ici, il y a juste, on ne vous met juste pas en prison sur base de soupçons. Mais quand même, quand on vous juge dans les journaux, qu'on vous accuse des choses que vous n'avez jamais commises, c'est pour vous éloigner de vos électeurs. Voilà la confidence que je voulais vous faire. Ce n'est pas facile pour nous. En parlant des électeurs, tous ceux qui se présentent et qui sont issus des communautés donnent l'impression souvent, en tout cas dans votre cas, disons-le, dans votre électorat, il y a une grande majorité de la communauté congolaise. Mais on a souvent cette impression, pas seulement la vôtre, que vous allez vers cette communauté quand vous êtes à l'approche des élections. Et qu'après, on débranche la prise et il n'y a pas un certain relais, les questions ne se font pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de la question de la décolonisation. Et cette question concerne la majorité des afrodescendants qui portent des voix, qui portent de nouvelles idées. Comment se fait-il qu'il y a une sorte de relâchement, très souvent, une fois que vous êtes élu, et vous revenez vers cette communauté juste après? Il y a plusieurs questions dans votre question. Parlons des afrodescendants. Bertin Mampaka que je suis
allez voir François Dadeski qui est au MR et qui m'a annoncé qu'il allait se présenter sur la liste aux dernières élections en 2019, qui est de la famille éloignée de Philippe Claus, mon bourgmestre de la ville de Bruxelles. Je le répète parce que je l'ai dit au conseil communal, c'est filmé. Allez voir François Dadeski. Vous avez vu que Madame Léa Tavares, qui est ma voisine et qui vote pour moi depuis De longues années. 15 élections, que la Belgique serait condamnée pour pouvoir, comment on appelle, faire des réparations sur les 13 000 métis qui ont été séparés de leur mère. Ma position de sénateur m'a permis, de défier, à l'occasion d'un midi, jeudi de l'hémicycle fait au Parlement bruxellois, défier les jeunes parlementaires qui étaient chefs de groupe du Parlement francophone, de proposer ce qu'on appelle une résolution. Je ne vais pas le citer, il y en a une qui est bourgmestre, il y en a un qui est échevin à la ville de Bruxelles, n'est-ce pas? Je ne vais pas le citer, des partis autres. Quand j'ai pris la parole, j'étais très applaudi ce jour-là, pour ceux qui n'ont pas de bonne mémoire. Et j'ai demandé à ce que la résolution soit faite à la COCOF, Parlement francophone bruxellois, au Parlement bruxellois. Avec l'autre collègue qui est bourgmestre maintenant, à Molenbeek, nous avons porté la même résolution à la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que pour être sénateur, il faut passer par toutes ces assemblées-là. Et ici, avec Christine Despraigne, MR libéral, et Louis Michel qui est arrivé, n'est-ce pas? Nous avons organisé un colloque, n'est-ce pas? Et Charles Michel, Premier ministre libéral à l'époque, a présenté des excuses. Donc, quand on parle de la mémoire coloniale, moi, Ngaï Longolangaï, les Congolais disent, ils ont une expression, ne me mettez pas dedans. Je ne suis pas de ceux qui viennent chercher les voix et qui se cassent. Quand je tiens ma permanence, c'était 42 personnes. Mais pourquoi ne vous est-il pas permis de temps en temps, quand vous allez dans les deuils, reconnaître que parmi eux, il y a un type qui s'arrête dans la rue et qui serre la main à tout le monde, n'est-ce pas? Et qui n'a qu'un seul numéro de GSM sur lequel on peut le joindre. Aucune de mes secrétaires ou collaborateurs, on passe par les secrétaires. Ni tête le Covid. On ne m'a jamais invité dans un deuil ou une histoire pour réconforter les gens, etc., dans lequel je n'ai jamais été. Pourquoi est-ce que c'est compliqué, vous, à le constater? Non, il y a des gens qui viennent. Nous, les élus, ceux qui sont élus, qui ont la grâce, avec les voix que vous nous donnez, de sortir de cette compétition qui est forte, on se dit, mais tous ceux à qui vous avez donné 900 voix qui ne sont pas élus, vous les voyez? Mais vous ne les voyez pas. Mais les 800 voix que vous avez données, Maman Mijane aurait pu siéger. Elle reçoit les gens tous les jours, elle fait de l'accompagnement, la guidance familiale et autres. Non, c'est une campagne qui concerne à vous dire que ne votez pas les vôtres. Pendant ce temps-là, toutes les communautés sont représentées. Ce pays est communautaire. Nous avons un parlement de la communauté francophone, communauté germanophone, communauté flamande. Il est communautaire quand même quelque part. Je ne fais pas l'apologie du communautarisme, mais je dis quand même que quelque part, il y a ici au Sénat un germanophone, il est le seul sénateur germanophone, n'est-ce pas? Quand on vient vous raconter que les vôtres, vous êtes mal représentés, mais comment voulez-vous qu'un élu vienne chez vous tous les jours à votre service? Il vous attend. Moi, je n'ai qu'un numéro GSM. Depuis 2 années, on me trouve sur mon GSM. Je suis joignable. Aujourd'hui, Marvin, c'est vous la génération Wakanda, non? Non? Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, comme tout le monde. Vous nous cherchez où? Boluka Kabiso, Wapi. On vous fuit comment? Parce qu'on fait des publications, on fait des émissions. Regardez. Aujourd'hui, vous m'avez convoqué, peut-être que pendant le moment que nous sommes en train de parler, je dois regarder le téléphone, il y a peut-être quelqu'un d'important que je dois voir, vous êtes en train de me faire manquer une émission, un rendez-vous très important. Vous êtes un média social, vous m'avez convoqué, je suis venu. Nous fouillons quoi? Et dans mon cas, moi, ça serait malhonnête quand même de ne pas reconnaître qu'il y a des centaines de gens qui ont été régularisés, naturalisés, qui ont eu des logements, qui ont été accompagnés par mon travail, n'est-ce pas? Et qui ont trouvé du travail à titre individuel, comme élu, parce que je les accompagnais. Monsieur Mampaka, on va un peu changer de cap. On va parler un peu du débat de l'heure également. Une des thématiques qui concerne la décolonisation. Quel est votre positionnement, finalement, au sein de ce débat qui a suscité pas mal d'initiatives de la part des politiques, qui concernent également des associations, des afrodescendants?
Donc, la problématique de la décolonisation et de la colonisation. Avant que la ministre actuelle ne puisse décider de pouvoir donner des cours, n'est-ce pas? Une de mes collègues, celle qui est à Molenbeek, toujours la même, dans le même sens, dans le courant de ce que nous avions réussi à faire pour les métis, avions déjà réclamé que les cours et des décisions étaient prises pour que les cours sur la colonisation soient faits. Moi-même, échevin à la ville de Bruxelles, j'avais, comment dirais-je, réussi à faire passer un budget au collège de la ville de Bruxelles, une grosse dotation pour fêter le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. Et je m'étais disputé avec un collègue jadis qui estimait que je dépensais l'argent pour des pays qui n'avaient rien à voir avec la Belgique. J'ai dit que ça faisait partie de l'histoire de la Belgique, qu'il n'était pas admissible aujourd'hui de voir des cadres et une élite belge oublier que sur les 180 années de la vie de la Belgique, qui existe depuis 1830 officiellement, n'est-ce pas, qu'elle a passé presque 70 ou 90 ans ensemble de vie commune avec le Congo. C'est une question très sensible. Faut-il enlever ou pas les monuments? Je dois vous avouer que moi, c'est qu'il faut s'arrêter la discrimination, dont moi je suis victime, en tant qu'élu pour commencer, dans les médias pour commencer. Est-ce que vous avez vu une télévision qui m'a donné la parole? Pourtant, j'existe depuis bien longtemps. Je n'accuse pas vos frères des médias. Est-ce que vous avez vu une télévision qui m'a donné la parole sur ce sujet? Vous me donnez la parole. Et tout ce que je dirai ici sera retenu contre moi, en contre-campagne. J'aurais bien voulu le dire sur le plateau de télévision. Je pense que ce travail de mémoire est le même que celui que nous avons fait pour le métis. Comment je pourrais aller contre ce travail de mémoire qui est très important, de la décolonisation, qui dépasse le simple symbole de monuments et des rues? Georges-Louis Boucher, dont vous parlez. Et je vous réponds toujours dans votre question. Marvin, je suis vraiment dans votre question. J'ai été un jour à l'ULB débattre, devinez avec qui? Un collègue écolo qui était président de comment on appelle encore, la mémoire coloniale à l'époque. À l'ULB, il était étudiant, je suppose, mais président de mémoire coloniale. Il est député bruxellois aujourd'hui. Et j'étais avec qui? Je représentais le parti dans lequel j'étais. Et qui représentait le MR? Comme par hasard, Georges-Louis Boucher. Et qui représentait le parti écolo? C'est le premier échevin de la ville de Bruxelles aujourd'hui, qui était sénateur comme moi. Et en sortant de là, le échevin Boucher est allé, lui il a mis une plaque commémorative de Lumumba, Mons qui est ma ville d'accueil, n'est-ce pas? Qui n'est pas une petite plaque comme ça, hein, qui est une plaque d'un mètre, je ne sais pas sur combien. Illico presto, sans télévision, sans médias, sans faire du boucan. Allez-y à Mons, une place commémorative. À l'entrée de l'hôtel de ville de Mons. Pas dans une rue cachée, hein, n'est-ce pas? Pour répondre à ce sujet, je crois qu'après ce travail, ce qu'il faudrait faire, j'entends les gens venir avec des questions de réparation. C'est la question très importante. Absolument. Très, très importante. Je vous dis vraiment ce que je pense. Ce travail aura servi peut-être à certains de se faire donner bonne conscience, mais il aura d'effet que si les anciennes colonies belges, c'est-à-dire le Congo en premier, peut-être le Rwanda et le Burundi, deviennent les 3 pays prioritaires en matière de coopération bilatérale d'État à État. Je serai aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, au lieu d'aller donner 300 millions d'euros au Pérou pour protéger, je ne sais pas, les cultivateurs de lama, pour développer l'entrepreneuriat local, eh bien, après les conclusions de ces travaux, je trouve une des façons de renouer sur de bonnes bases avec les anciennes colonies serait de concentrer notre enveloppe de coopération à chaque étage de chaque pouvoir. Au niveau de l'État fédéral, Fédération Wallonie-Bruxelles, Fédération flamande, gouvernement flamand, gouvernement wallon, bruxellois et consorts, y compris dans les municipalités. C'est une façon de reparer que d'aller aider une petite localité à Kinza-Umvwete, par exemple, dans les Bas-Congo, n'est-ce pas, à pouvoir se munir d'une administration locale convenable, de commune à commune, comme j'essaie de le faire à la ville de Bruxelles. Les actes concrets, les résultats de ce travail, pour moi, doit être celui-là. Je comprends ceux qui veulent déboulonner les monuments.
Mais je leur dis, le plus important pour moi d'abord, c'est qu'on me respecte dans mon travail. Qu'on ne me vole pas mon travail. Qu'on ne me diabolise pas par un journaliste qui a fait des mampakas, n'est-ce pas? Des journalistes qui ont fait des mampakas, leurs clients. Quoi que je dise, ils ont des commentaires, ils tweetent, ils insultent. Le racisme n'est pas seulement en politique, il est dans les médias. Pour un sujet comme celui-là, quel est le média officiel qui m'a tendu le micro pour m'exprimer alors que je suis le premier d'entre les Africains à être élu et d'origine congolaise? Et mes grands-parents ont certainement eu un rôle que moi-même je voudrais savoir dans la colonisation. Donc, je soutiens la démarche. C'est encore un libéral, Patrick Duval, le président de l'Assemblée, qui a décidé de faire la commission. S'il vous plaît, c'est la vérité. Elle a ce droit. C'est encore un libéral, Fidel Froment, qui a créé cette commission. Personne n'a le monopole des voix subsahariennes. Tous les partis sont pareils. J'invite ceux qui avaient des idées préconçues sur la capacité d'un grand parti comme le mouvement réformateur à pouvoir peser sur ces sujets, de reconsidérer leur position en disant « Nous avons besoin des alliés dans tous les mouvements ». Mais c'est Charles Michel qui a présenté les excuses. C'est comme son père qui a présenté pour Lumumba. Il y a beaucoup trop de coïncidences. Et aujourd'hui, finalement, il y a des actes également qui sont posés, notamment la restitution des reliques. Je m'excuse, sur un gouvernement dirigé par une libérale. Oui, j'ai fait l'apologie du nouveau parti dans lequel je suis, mais moi, on m'a aussi fait croire pendant longtemps qu'il n'y avait qu'un parti qui était proche des minorités subsahariennes congolaises, etc., etc. Et quand on cherche bien, certains ont de plus lourdes responsabilités que d'autres partis dans ce qui s'est passé au Congo. Je vais répéter doucement. Certains partis ont encore des plus grandes responsabilités dans ce qui s'est passé au Congo. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Évidemment. C'est ce que vous me disiez avant que je commence la politique, quand je suis rentré dans certains partis. Vous me disiez, mais pourquoi celui-là? Quand vous me demandez aujourd'hui, pourquoi celui-ci? Eh bien, celui-ci, il fait preuve de bonne foi. J'ai fait la parenthèse par rapport à cela. C'est un sujet qui touche à la dignité des minorités. Je comprends les jeunes afrodescendants qui, chaque jour, nés à Bruxelles, se sentent discriminés et qui estiment que cette discrimination trouve ses sources dans la manière dont la colonisation se passait. Excuse-moi, quand tes collègues te disent « on ne voulait plus se servir des mampakas », il y a un réflexe colonial dedans. Vous ne l'avez pas perçu, vous? Moi qui suis hypersensible à ça, quand vos collègues, des élus, des personnalités disent « on ne voulait plus se servir », vous servir d'un être humain, d'une machine électorale. Donc vous servir de ces électeurs pour aller placer vos amis, vos copains, vos copines. Ce travail de mémoire est important pour que comment on appelle, déconstruire. Cette aliénation mentale. Il y en a qui l'ont vu quand ils étaient petits, des commentaires qu'on fait en famille. La discrimination est encore aussi plus violente aujourd'hui, même que dans les années 80, quand nous sommes arrivés, 79, pour moi qui suis arrivé dans les années 70. 70, comme on dirait les Français. Donc, ce travail est indispensable. Il doit être poursuivi. Il n'est pas le monopole d'un parti qui, lui, a mis son représentant sur tous les plateaux de télévision 15 fois tous les jours, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, nous recevions des coups de téléphone de vous, les autres Africains, en disant « mais comment tel parti peut-il » Tout le monde peut parler de ces sujets-là. Tout le monde est concerné. Je n'ai pas dit le contraire. Mais quand même, il faut donner la parole à tout le monde. Quelles sont les grandes pistes pour pouvoir lutter contre la discrimination à cette échelle? Les pistes, par exemple, vous comme étant politique, quelles sont les idées, les initiatives que vous comptez prendre encore pour lutter contre cette discrimination qui est assez présente et fréquente? Jeune homme, Marvin, je vais vous apprendre quelque chose parce que je pense en tout cas, dans le combat depuis bien longtemps. Je suis professeur d'économie. Un jour, j'ai donné un cours à mes étudiants, donc je faisais qu'on parle de la notion de la population active. Et nous sommes plus ou moins 11 millions de Belges. Sur les 11 millions de Belges, ceux qui ont entre 18 et 65 ans, c'est-à-dire ceux qui sont supposés être au travail, vous retirez les malades, les pensionnés et tout ça, etc., etc. On appelle ça la population active.
Donc la population au travail en Belgique. Un jour, j'ai fait mes comptes. Ce n'est pas moi qui les ai fait tout seul, les statistiques sont là. Les pouvoirs publics, c'est-à-dire tout ce qui est commune, municipalité, État fédéral, région, ASBL, public, para-étatique, Conchamp, Maza, Bazar, hôpitaux, emploient près d'1 million de personnes dans ce pays du Nord au Sud. Le premier employeur s'appelle l'État. Parce que vous êtes jeune et que vous ne m'avez pas vu faire campagne en 99. Je disais en matière de discrimination, l'État doit donner l'exemple. Parce que vous êtes jeune. Mon premier flyer, ce que je veux fêter pour les 20 ans, si Dieu me prête vie. Jusque-là, je disais, savez-vous que la ville de Bruxelles était un haut lieu de discrimination? Je mettais 13 conseillers CPS, pas un noir. 47 conseillers communaux, pas un noir. 5000 enseignants, pas un noir. 3000 policiers, pas un noir. Il paraît que l'ancien bourgmestre, quand il a vu ça, il a bu son café de travers, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Marvin, parmi mon bilan, je me demandez mon bilan. Allez voir à l'hôtel de ville, la ville de Bruxelles. Savez-vous que pour balayer la grande place, il fallait parler néerlandais, français, anglais? Vous me demandez mon bilan. C'est pour ça qu'il faut faire une émission sur mon bilan. Même quand on est de mauvaise foi. Même quand on est mauvaise foi la plus manifeste. Aujourd'hui, vous arrivez à l'administration de la ville de Bruxelles, vous trouvez des gens. Il y a même un directeur général. Pour lutter contre la discrimination, car c'est ça le sujet, il faut que l'État commence par donner l'exemple. Il faut que dans la police, on recrute à Bruxelles des noirs, des jaunes, des beurs, des blancs. La police soit déjà représentative de ce que c'est la population bruxelloise, dont les chiffres sont impressionnants en termes de diversité aujourd'hui. Ça, je parle de Bruxelles. Ce n'est pas pour autant qu'à Ostende, ou dans des villes, ou à Knock, les autres, il ne faudrait pas qu'il y ait des commissaires blacks comme dans les films de Beverly Hills avec notre ami, je ne sais pas, j'ai oublié l'acteur très célèbre, Eddie Murphy, qui était un commissaire black dans un arrondissement assez huppé, n'est-ce pas? On a vu ce que ça a donné. Ça pourrait aussi s'envisager, s'imaginer. L'État doit donner l'exemple dans l'enseignement, dans les postes de fonction visibles, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'on doit faire la discrimination positive, mais il ne faut pas tolérer que des fonctionnaires puissent discriminer d'autres fonctionnaires parce qu'ils n'ont pas la même couleur. Quand je suis arrivé à la ville de Bruxelles, nous sommes au Sénat de Belgique. Derrière, il y a le quartier qu'on appelle Notre-Dame-aux-Neiges. 80% des immeubles qui sont là sont propriété de la ville de Bruxelles. Je n'ai trouvé qu'un seul Africain, fonctionnaire des finances, mon ami qui m'a aidé pour les premières élections, Christian Liongo, habitant dans ces logements. Or, la ville de Bruxelles disposait de 4000 logements. C'est un des gros propriétaires privés, publics aujourd'hui. Aujourd'hui, je croise des gens. Où est-ce que vous habitez? J'habite à la ville de Bruxelles. Où ça? À la régie foncière. Avant mon arrivée, il n'y avait aucun black. Et quand vous arriviez, on ne vous recevait pas, par des fonctionnaires, pas par l'État. Il y a des endroits symboliquement qu'il faut casser ces choses-là. Savez-vous que beaucoup d'Africains qui travaillent aujourd'hui parmi les Congolais, ils sont tous indépendants? Combien d'infirmières sont indépendantes? Savez-vous que certains cadres africains aujourd'hui qui sont dans des sociétés privées sont engagés? Vous savez, Mobistar, IBM, les GAFA, ils ne regardent pas votre couleur. Vous êtes le plus compétitif et le moins cher, ils vous engagent. M'allez faire un examen pour devenir directeur adjoint des piscines de Bruxelles, ou d'ailleurs, j'ai cité Bruxelles parce que j'y suis et que je suis administrateur, c'est assez difficile. Nous avons 16 sociétés de logement social. Pourquoi il n'y en a pas un seul Africain à la ville de Bruxelles, à la région bruxelloise, qui en dirige une? Je ne connais pas un directeur général. C'est là que ça coince. Vous comprenez, Marvin? Vous comprenez là où ça coince? Oui, de temps en temps, il y a maintenant de plus en plus un assistant social, un délégué social. Et c'est en train de se faire. C'est ça le bilan du travail que nous faisons à travers avec vos voix. C'est pour ça qu'elles sont si chères et précieuses que quand vous allez les donner à la première inconnue, qui ne sait pas ce que c'est qu'être candidate, qui ne sait même pas le nom du parti dans lequel elle est candidate, et que vous lui donnez 900 voix, c'est des voix perdues. Vous vous tirez une balle dans les pieds. La diaspora congolaise particulièrement, la politique est un métier tellement exigeant que j'ai dit à mes concitoyens, y compris belges de souche, je suis attiré par le MR quand je vois le profil des parlementaires MR. C'est tous des gens qui auraient pu être à Wall Street demain en train de faire des millions par jour.
qui auraient pu être à la City, qui ont choisi de servir. Je dis, la politique est un métier tellement noble que les meilleurs d'entre nous doivent se sacrifier pour la faire. Sinon, ils sont tous chez les GAFA et ailleurs. Pour les minorités que vous êtes, la politique est encore 3 fois plus difficile, car c'est la seule clé que vous avez. Croyez-vous que la commission mémoire coloniale va se réunir parce que nous avons tout simplement manifesté? Croyez-vous que le dossier de la reconnaissance de métier s'est fait normalement tout seul? Parce que les décideurs se sont rendus compte que, en élisant un homme comme Mampaka, avec un paquet de voix comme celui-là, c'est qu'il existe quelque part les électeurs que nous ne voyons pas dans la rue. Nous allons nous adresser aussi à eux. Vous êtes piégés, Mervyn. Jetez-nous comme vous en avez l'intention. Beaucoup vous disent, ils n'ont rien fait, jetez-nous. Ils vous oublieront, ceux qui ont le pouvoir. On reconnaît l'importance d'une communauté dans un pays structuré comme le nôtre, avec des entités fédérées, quand il a des représentants audibles, pour commencer. Dans mon cas, j'ai 1m86, avec mes 114 kilos, etc. Je ne dis pas que je suis audible. C'est pour ça qu'on me tape beaucoup sur le dos, peut-être parce que je suis clivant, comme ils disent. On m'aime, on ne m'aime pas, parce que je trouve que la vérité est bonne à dire parfois. Même si elle nous coûte cher, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais quand on l'a dit, on est soulagé. Voilà. De la discrimination, nous allons parler de coopération, précisément du Congo. Aujourd'hui, pas mal de communautés, il faut le dire, de communes ont lancé une opération de sensibilisation pour la protection du docteur Mukwege. Il y a encore des violations dans certaines localités de la République démocratique du Congo. Quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui de la diplomatie de la République démocratique du Congo et des grands enjeux, plus ou moins, de cette situation sécuritaire? Pas de confusion. J'ai soutenu le président Félix Tshisekedi. Il n'avait pas de crimes dans ses mains. Il n'avait pas participé à la gestion d'un gouvernement. N'est-ce pas? Et puis, c'est pas parce que je suis Moulouba. C'était un gars de Bruxelles qui va devenir président du Congo, mon vieux, quand même. Ouvrez les yeux. Depuis qu'il est président, je ne l'ai pas encore vu. Oh oui. Quand il est venu, je t'ai reçu avec mon parti et les autres. Je n'ai pas d'entretien personnel. Nous nous battons pour qu'il y ait l'alternance. Si nous sommes audibles ici, pour qu'il y ait l'alternance au Congo. Le Congo est devenu une espèce de no man's land. Chinois, Libanais, Indo-Pakistanais et les autres, tout le monde vient blanchir, piller le sol, prendre tout ce qu'il y a là-dedans, n'est-ce pas? Je trouve qu'il faut un apport de la diaspora pour peser sur les décisions qui concernent le Congo, dans chaque pays où la diaspora est structurée. Vous avez entendu dans un premier temps que le ministre français de la Défense avait rejeté les résultats des élections. Yves Le Drian, oui. Et vous avez entendu qu'ici en Belgique, plusieurs personnalités ont été parmi les premières à reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi. Je ne me vante de rien, mais pourquoi en Belgique et pas en France? Pourtant, la France est un plus grand pays que la Belgique. J'ai eu le privilège de rencontrer le président Félix Tshisekedi lors de son arrivée officielle, la première. Et j'ai eu le privilège, accompagné des membres de mon parti, de me permettre de lui dire un petit conseil en disant « Bruxelles est la deuxième capitale diplomatique du monde, après Washington DC. 4e de congrès ou 3e, je ne sais pas. Que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir une représentation diplomatique forte, compétente, presque élitiste sur Bruxelles, parce que beaucoup de choses se décident ici. Moi qui suis parlementaire et qui rencontre des députés européens, je vois comment est-ce que des plus petits pays viennent ici et sortent avec des enveloppes de l'Union européenne et d'autres. Je pense que l'avenir du Congo, le développement économique, les investissements qui vont venir, dépendront beaucoup d'une diplomatie forte
d'une justice d'abord. La justice, l'enseignement, la diplomatie. La diplomatie parce que le Congo a été beaucoup sali, humilié. J'ai des confrères camerounais qui disent, quand on dit Congolais, parce qu'ils ont les mêmes têtes que les Congolais, ah, surtout pas. C'est comme si c'était une injure, comme le disait Mobutu à l'époque. Je pense que la diaspora a un rôle à apporter. Pas dans son vote, car la diaspora participe beaucoup dans les transferts financiers qu'elle fait pour soutenir, éviter qu'il y ait des rébellions au Congo demain, etc., simplement par la faim. Je pense que la Belgique a joué jusqu'aujourd'hui un rôle très important, car je me souviens de ma toute première élection en 2004, n'est-ce pas, quand Louis Michel a dû prendre un avion d'Ardar pendant la campagne pour aller convaincre Kagame d'arrêter Nkunda Batware qui a été en train de prendre Bukavu. Vous êtes jeune, vous avez déjà oublié ça. Il y a 17 ans seulement. C'est Louis Michel qui est parti pour arrêter Nkunda Batware. Il a pris l'avion. Moi, j'étais au premier rang de ceux qui manifestaient pour que la Belgique ait une position claire. Louis Michel, ministre des Affaires étrangères, à Matongé, vous vous en souvenez pas, a pris l'avion, est parti, illico presto, pour mettre Kagame en demeure de cesser son soutien au rebelle Nkunda Batware qui est en protection jusque-là aujourd'hui. Quelques intellectuels africains font la bêtise de minimiser la Belgique. Un petit pays qui héberge l'OTAN, l'Union européenne. Et pas mal d'institutions. Et j'en passe, n'est-ce pas? Certains ont fait quelques études ici, ils sont restés 4 ans en Belgique. Dans leur cote, ils deviennent des spécialistes auprès de tous les chefs d'État divers comme étant des spécialistes des questions congolaises, étant des spécialistes des questions congolaises. Donc, voilà. C'est une erreur de mépriser et de sous-estimer la Belgique. Une grave erreur. Savez-vous quelle fut la deuxième puissance économique du monde? J'ai encore entendu hier sur la télévision économique, j'ai oublié son nom, etc. Oui. Nous sommes ici au Sénat de l'autre côté, ce n'est pas le bois du Congo. Il y a, je ne sais pas, 40 ou 20 kilos d'or dans le plafond, ils ne viennent pas du Congo. C'est le bois de Cuba. La chambre, elle avait brûlé, on a reconstruit. Mais ça existe avant même qu'ils soient venus chez nous. C'était un pays développé à l'époque. C'est une erreur des intellectuels congolais, surtout les frustrés, qui ont femmes, enfants, qui étudient, qui vivent ici, neveux, cousins, cousines, qui sont parfois minimexés en Belgique, qui se font un plaisir de vouloir créer une polémique entre les hommes politiques belges et le Congo. La Belgique est notre voie d'entrée pour entrer dans la communauté internationale. Sur la scène internationale. Moi, j'ai conseillé au président Tshisekedi de faire qu'il y ait assez rapidement, pas un ambassadeur, mais une équipe diplomatique des plus hauts niveaux qu'il y a. Il y a des Congolais avec des compétences en Norvège, pas seulement à Montréal, dans des coins sur la planète Terre, y compris en Australie, n'est-ce pas, qui veulent participer à la reconstruction du Congo. Et il y a une élite égoïste, individualiste, comme beaucoup de membres de nos familles. Dites-moi, Marvin, tu ne connais pas quelqu'un qui se dispute la parcelle de son père avec Kinshasa, les vieux murs de son père avec Kinshasa, avec son frère qui est en Europe? Je reprends. Est-ce qu'on évite Moutoumoko, bazo soit dans la famille, parce que Brico ya Kalakalawana, papa Tika, n'est-ce pas? Moutoumoko a tellement à lui. Le quoi là, comme toi tu es parti en Europe, n'est-ce pas? Vous êtes supposé avoir bien gagné votre vie. Les vieilles briques de papa qui se trouvent à Bandalungwa ou à Kintambo m'appartiennent à moi et pas à toi. Des enfants de la même mère. Cet esprit-là est généralisé, y compris parmi les hommes politiques congolais, qui considèrent que moi, je n'ai pas le droit de mettre un avis sur ce qui concerne la politique congolaise. Mais quand c'est un autre qui émet un avis, il est entendu. C'est une erreur. En tant que diaspora, nous devons nous structurer suffisamment. Comme disait Panda Farnana, le premier noir rentré dans ce parlement pour parler et qui a été empoisonné, n'est-ce pas? Le premier noir, Panda Farnana, on a été empoisonné au Congo pour qu'on dise que ce sont les Congolais qui l'ont empoisonné. Mais il semble que les donneurs d'ordre d'empoisonnement partaient d'ici. On utilise toujours la main noire pour tuer, comme Malcolm X, vous voyez. Absolument. Les commanditaires ne sont jamais retrouvés. Il y a quelqu'un qui se retrouve avec les dents de Lumumba, n'est-ce pas?
Il n'a pas tué, il n'a pas touché. Mais ceux qui ont découpé la dépouille de Patrice Emery Lumumba, l'héros national, c'était bien des Africains. Monsieur Mpaka, nous arrivons pratiquement à la fin de cette entrevue. Mais avant de terminer, juste un aperçu sur ce qui se passe actuellement, parce qu'après plus de 400 jours, de grandes négociations politiques se font afin que la Belgique puisse avoir un gouvernement. Je ne vous demanderai peut-être pas votre analyse, parce que le devoir vous oblige un peu d'avoir des réserves. Mais quel est votre souhait finalement pour cette Belgique de demain, cette Belgique qui va avoir un gouvernement avec une politique négociée, bien négociée, des axes. Quel est votre souhait pour cette Belgique? Marvin, il y a une expression congolaise, je crois, ou peut-être africaine ou européenne, qui dit quand les éléphants se battent, c'est toujours les petits qui en pâtissent. Donc les minorités comme vous et moi, donc nous sommes parmi les dernières minorités, ce qui se passe au niveau fédéral aura beaucoup d'impact sur la qualité de notre vie, et vos enfants, etc., etc., etc. Beaucoup de pays ont déjà ce qu'on appelle leur plan de relance après Covid. Les économies des pays entiers sont détruites. Si nous n'avons pas un gouvernement dans un délai convenable qui puisse avoir un plan de relance, vous et moi serons parmi les premières victimes donc, de la crise économique qui entraîne le Covid aujourd'hui. Je souhaite que la Belgique puisse avoir assez rapidement, dans les délais qu'on nous a promis, un gouvernement qui soit en mesure de pouvoir, comment dirais-je, proposer un plan de relance économique, de laquelle beaucoup d'entre nous le dépendons. Et là où je suis séduit par le projet de Georges-Louis Boucher et du MR, parce que ce n'est pas seulement un plan de relance économique traditionnel, mais c'est aussi une opportunité aujourd'hui pour changer le mode, la façon dont nous vivons, le monde, la manière de consommation que nous consommons aujourd'hui, tout en tenant compte des contraintes, n'est-ce pas, des défis énergétiques et environnementaux. On trouve ce discours-là au MR, n'est-ce pas? Nous devons relancer notre économie, profiter de cette crise, n'est-ce pas, pour tenir compte des enjeux climatiques, n'est-ce pas? C'est un grand discours que je n'entends pas dans certains partis, n'est-ce pas? Donc, à la fois l'entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit. Pour que toutes ces choses se fassent, il faudrait que nous ayons un gouvernement de plein exercice avec une majorité bien solide à la Chambre. Pas skerp, comme on dit en néerlandais ou je ne sais pas quoi, tout juste avec des gens qui pourraient faire des chantages. Les négociateurs seront en train de négocier. Je croise le doigt et j'ai fait une prière d'ailleurs, comme tout bon politicien, pour que ça puisse aboutir et que nous puissions avoir des dirigeants qui puissent prendre à bras le corps les préoccupations des Belges qui risquent d'être, si on n'a pas de gouvernement assez rapidement, être les plus préjudiciés dans la relance parce que d'autres pays ont déjà leur plan de relance économique. Écoutez les pays voisins en Europe, vous entendrez ce qui se passe. Nous risquons d'être derniers s'il n'y a pas un gouvernement. Je crois que tous les 7 négociateurs y mettent vraiment beaucoup de volonté, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit seulement les nôtres, hein. J'ai dit les 7 partis mettent vraiment beaucoup de volonté, il y a une grande volonté pour qu'il y ait un gouvernement qui soit majoritaire. Et je sors de votre question pour revenir à la première, et j'en profite pour dire pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller aussi au MR. Parce que c'est vrai qu'avec beaucoup de partis, les négociations sont très difficiles. Et j'ai aussi estimé, mais je n'ai pas eu l'occasion d'assez le dire, mais je l'avais écrit dans mon communiqué de presse qui n'est pas assez passé, c'est que je considère qu'il y a un émiettement de l'offre politique. Au centre, il y a beaucoup trop de partis aujourd'hui. À Bruxelles, particulièrement en Wallonie. Et je pense, comme d'autres, qu'il faut renforcer le Parti libéral pour faciliter le choix de l'électeur qui ne puisse pas être perdu dans l'émiettement complet de l'offre politique en Belgique aujourd'hui, qui trouble déjà le Belge de souche. Mais alors, nous, les Belges d'adoption, pour la majorité d'entre nous, qui n'y connaissaient rien, on a le sentiment que quand on va voter Lucille Niembwe sur une liste qui s'appelle, liste citoyenne, on dit on va avoir un électeur. On va tout simplement empêcher Mijane de pouvoir avoir un score convenable où elle peut peser dans les partis
où vous avez besoin d'être écouté. Ça, c'est votre défi à vous, les médias, pas seulement sociaux. Vous multipliez vous-même les candidats. Un candidat, ce n'est pas un élu. On me sollicite souvent, et je vous remercie, pour aller débattre avec une candidate. Quelqu'un qui s'est présenté un jour dans une élection municipale dans une commune de 2000 habitants, n'est-ce pas, qui vient pour discuter. C'est comme si moi, on me demandait d'aller faire un débat avec Louis Michel, un commissaire européen, président de parti. Non, je ne débat pas avec Louis Michel, il n'est pas de ma catégorie. Je ne débat pas avec, je ne sais pas, j'en ai pas d'autres, je cite ceux de mon parti nouveau aujourd'hui, qui ne me feront pas de procès en diffamation ni quoi que ce soit. Donc Louis Michel joue dans une catégorie, c'est Barcelone, etc., etc. Et vous, les médias africains, vous faites ces erreurs, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous troublez aussi le choix des minorités par rapport à des cadres supérieurs qui peuvent porter dignement leurs revendications comme les autres. Et ainsi, les partis se permettent de choisir. Mademoiselle Lucille Nyembwe est plus sympathique que mademoiselle, je ne sais pas, Mochipai, quelque part. Elle est plus agréable, plus flatteuse. Elle s'est frottée dans le sens du poil, comme on dit. Eh bien, nous voudrons rajeunir le parti avec mademoiselle Lucille Nyembwe. Mais c'est peut-être pas la plus compétente, elle n'a peut-être pas les aptitudes pour être politicienne, pour servir sa communauté. Un dernier mot, pour finir. Le dernier mot comme étant Bertin Mampaka, le nouveau membre du MR. Voilà. Un dernier mot à l'encontre des futurs électeurs. Voilà. Donc, des jeunes. Donc, à l'égard disons, à l'intention plutôt des jeunes électeurs, vous êtes de plus en plus nombreux aujourd'hui à vouloir, comment dirais-je, exprimer votre participation démocratique dans le choix des dirigeants, des représentants. Vous avez été nombreux, vous êtes manifestés pour ce qui concerne la mémoire coloniale, le déboulonnage ou pas des statuts, à cause de l'histoire de George Floyd. On a vu que George Floyd, ce n'est pas fini aux États-Unis et qu'il y en a chez nous ici, n'est-ce pas? Je ne dis pas que vous avez été entendu. Certains font semblant de vous écouter. D'autres feront semblant de vous écouter jusqu'à la fin. Moi, professeur d'économie dans ce pays, je suis arrivé dans des conditions d'ailleurs assez difficiles. Je n'ai pas honte de dire que quand je suis arrivé en Belgique en 79, mon père était déjà pratiquement en faillite, si je peux dire, financière. Donc j'ai payé mes études en jobant. L'école est gratuite ici. Je travaillais dans le dancing le soir. Le matin, j'étais à l'école. Je sortais comme tout le monde. Je m'amusais. Mais les plus grands gains d'ailleurs sont souvent les premiers des classes. Première chose, dotez-vous des moyens. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'UNIF, faites toutes les formations complémentaires qu'il y a. Dans ma génération, on ne parle pas 8 langues, mais parlez-les aujourd'hui. Pour qu'on ne vous dise pas que vous n'avez pas de diplôme, que vous n'avez pas le néerlandais, vous n'avez pas l'anglais. Armez-vous d'abord. Il faut vous armer. Vous savez, quand on me dit, on me traite parfois de, je ne sais pas de quoi, de Baboula ou je ne sais pas quoi, je répète que je suis diplômé avec distinction de l'université de Mont-Sénat. C'est pas compliqué, il faut aller voir. C'est pas loin, c'est à 50 km d'ici. J'aime bien préciser l'université d'un ancien premier ministre belge du même coin. Et alors, on a beaucoup de mal à pouvoir, comment dirais-je, m'opposer certaines choses. Pour mettre fin à la discrimination, au racisme, je ne dis pas que tout le monde doit être universitaire. Mais il faut d'abord être soi-même en capacité de pouvoir revendiquer certaines choses. Sur le plan électoral, le MR, me semble-t-il, après les avoir longtemps fréquentés, longtemps côtoyés, j'aurais dû d'ailleurs aller au MR en 2004 avec le papa de Denis Ducarme, qui s'appelle Daniel Ducarme, président du parti, qui m'avait proposé la 5e place, c'est-à-dire élu d'office, sur 28 élus, qui était ministre-président, Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre-président bruxellois. Donc, ma relation avec le MR est longue. Si vos amis font une recherche médiatique sérieuse, ils trouveront que dans les médias traditionnels belges, quand on me demandait qui étaient mes meilleurs amis au Parlement bruxellois jadis, comme par hasard, c'était 90% des MR. Donc je me retrouve au MR, pas par facilité, parce que je pense que c'est un parti aujourd'hui qui a les moyens de pouvoir faire entendre les voix de tout le monde, des entrepreneurs, des travailleurs, des indépendants divers, des délaissés, des oubliés,
Des gens qui payent trop d'impôts pendant que d'autres ne payent rien, n'est-ce pas? Pour une justice sociale réelle, n'est-ce pas? Je suis convaincu que ce choix que j'ai fait pour aller au MR, j'ai vraiment besoin d'être soutenu. Ne tergiversez pas. Oui, on va vous raconter des histoires. On ne voulait plus de lui. Monsieur ne voulait pas de moi, pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas notifié? N'est-ce pas? Ça, ce sont des mensonges. Et il n'aime pas les jeunes. Mais demandez à toute la classe politique belge ici, il y en a très peu qui ne sont pas passés dans mes mains comme stagiaires. Très peu. Ou que moi-même, je n'ai pas été cherché pour mettre sur les listes. Il y en a très, très peu. Donc, je me bats. Je ne suis pas éternel. Et ça, tout le monde le sait. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas combien de temps j'ai. Mais le nouveau Mampaka, au mouvement réformateur, c'est quelqu'un qui a envie de faire gagner ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent. Je voudrais, par ailleurs, combler le déficit d'entrepreneuriat dans notre communauté subsaharienne, entre autres, alors que la moitié des entreprises à Bruxelles sont créées par des minorités. Ce n'est pas seulement ça, ma seule raison, n'est-ce pas, pour aller au MR. Le projet du MR est un projet, je ne dis pas futuriste, mais qui tient compte des enjeux climatiques, du changement de notre modèle économique, n'est-ce pas, et qui est porté par des gens, oui, qui me fascinent, qui sont très brillants. Voilà, c'est la fin de cette émission. Monsieur Bertin Mampaka, merci de nous avoir reçus et de nous avoir permis d'échanger avec vous sur ces sujets de l'heure, dans l'espoir de vous revoir d'ici dans d'autres occasions. Et nous vous souhaitons déjà le meilleur au sein du parti MR. Et plein succès, pourquoi pas également, et tout en espérant que vous aurez une forte majorité également, comme vous l'aviez toujours fait. Vous avez été promis, et nous souhaitons que vous soyez toujours premier. Souhaitez-moi de rester le recordman de voix, élu, bien sûr, parce qu'on peut faire beaucoup de voix sans être élu. Et un exemple pour tous ceux qui nous suivent. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Cette émission s'arrête là. Nous étions au Sénat avec M. Bertin Mampaka, qui est député au Parlement bruxellois. Il a été sénateur également et il a été le premier d'entre tous également d'origine africaine d'avoir accédé au Parlement bruxellois. Mesdames et messieurs... Et à la ville de Bruxelles. Et à la ville de Bruxelles, comme il le dit effectivement. Caféine, c'est aussi ça. Nous sommes un café de l'excellence. Nous voulons vous montrer l'excellence parce que cette diaspora a besoin de l'excellence. La Belgique a besoin de l'excellence et nous voulons vous faire découvrir de nouvelles personnalités, ces personnalités qui marquent et qui incarnent le renouveau. Je remercie toute l'équipe, à savoir Lucille Niemwe, qui est la directrice de production et marketing, Thierry Loukoussa, qui est à la réalisation, Harlem Moufonkol, qui est vice-CEO de Congo Café, et bien tous ceux qui nous suivent de par le monde. Retrouvez-nous sur www.congocafé.com et sur la chaîne YouTube Marvin Loti Lutonadio. D'ici là, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous et protégez-vous bien. Au revoir.